Eh bien, je vous propose que nous poursuivions le fil de ce forum de la résilience avec une nouvelle séquence, un nouveau thème. Penser la métropole post-carbone et l'affaire. Là aussi, vous allez avoir la possibilité de poser vos questions ici dans la salle et également vous qui nous suivez en ligne en laissant un commentaire sous le live sur la page Facebook de la métropole Rouen-Normandie. Cette métropole post-carbone, nous allons en discuter avec trois invités. Alain Bourdin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et urbaniste, professeur émérite de l'école d'urbanisme de Paris, auteur, et vous avez écrit ce livre « Penser la métropole post-carbone et l'affaire ». On va en parler évidemment largement. À vos côtés, Hélène Pesquine. Rebonjour. Vous êtes, je le rappelle, architecte et urbaniste général de l'État, secrétaire permanente du PUCA. Et puis Marie Attino, vice-présidente de la métropole Rouen-Normandie en charge des transitions et innovations écologiques. Alors, ce livre, Penser la métropole post-carbone et l'affaire, j'aimerais qu'on revienne sur la genèse de ce livre, puisque c'est d'abord un dialogue qui a eu lieu entre vous deux. Alors, Hélène Pesquine, pourquoi vous avez passé commande, entre guillemets, auprès d'Alain Bourdin ? Alors bonsoir à toutes et tous. L'histoire de ce petit livre qui est en fait plutôt une note de travail vraiment qu'un ouvrage, une note de réflexion on va dire, mais j'en a choisi de publier parce que finalement elle apportait vraiment un éclairage sur cette question, est liée un peu à mon parcours personnel. Avant d'arriver à la tête du plan urbanisme, construction, architecture, j'ai beaucoup travaillé sur la COP21 et la transition énergétique, et j'ai donc beaucoup fréquenté le milieu des scientifiques plutôt en sciences dures du climat, et notamment le GIEC et ses antennes, son point focal en France et ses antennes nationales. Et il me semblait qu'en passant dans un nouveau métier qui était celui d'aider à comprendre la ville et à la faire différemment, disons face aux défis auxquels elle est confrontée, c'était assez intéressant de faire un peu ce parallèle avec l'aventure du GIEC, qui est quand même un groupe de scientifiques international, dont les représentants sont nommés par les gouvernements, et qui s'est mis en situation de faire des recommandations aux décideurs publics, étatiques en l'occurrence. Et je trouve que cette idée de la médiation entre un monde scientifique parfois très ardu, très spécialisé, très complexe en fait, très scientifique en l'occurrence, qui est celui des sciences du climat, a fait cet effort, ce chemin vers la décision publique, et donc le rôle des décideurs qui sont les chefs de gouvernement et d'État du monde. Et il a fallu 20 ans, ça s'est pas fait en 5 minutes, mais j'ai trouvé que ce chemin, c'était un peu le rôle du PUCA à sa modeste échelle d'organisme français de réflexion sur la ville, que d'essayer de le promouvoir aussi, c'est-à-dire de trouver les moyens de créer un peu un espace de réflexion scientifique dans nos domaines à nous qui sont plutôt les sciences humaines et sociales, sociologie, géographie, sciences politiques, urbanisme, aménagement, un peu d'économie territoriale, pour se tourner vers les décideurs urbains, que sont les pouvoirs publics bien sûr, mais aussi des décideurs privés, qui peuvent être des partenaires des pouvoirs publics, des acteurs individuels, citoyens ou associatifs, et donc de cheminer vers finalement comment on pourrait imaginer un GIEC des villes. Voilà. Et c'était un peu la réflexion initiale qui a nourri nos débats avec Alain Bourdin, autour de Alain Bourdin qui avait été responsable scientifique du programme PopSud de la session précédente avec les grandes villes françaises, de réfléchir à ce que serait ce GIEC des villes et à quelle échelle il était intéressant de le considérer, notamment autour de cette notion de ville-monde, de grandes métropoles qui sont en l'occurrence hors de notre programme PopSud actuel, puisque il ne s'intéresse qu'aux métropoles régionales françaises, pour essayer de constituer finalement un peu un savoir des villes du futur et de réfléchir à cette idée de recommandation pour l'action. Donc c'est un peu la genèse de cette note synthétisée dans cet ouvrage, sachant qu'on n'en est pas encore à constituer ce GIEC, mais il y a vraiment cette idée de sortir aussi d'une vision assez, comment dire, un peu à la calculatrice de la ville post-carbone, neutralité carbone, mesurer les émissions de gaz à effet de serre, pour aller plutôt vers un concept un peu, ce que Alain a appelé les imaginaires urbains de la ville d'après, on va dire, ou du monde d'après, tel que il est présenté ici à Rouen, et donc de se poser un peu la question de quelles seraient les conditions de la pensée d'une ville du monde d'après.
Alors j'ai envie de vous lire un extrait de l'avant-propos que vous avez rédigé, Hélène Pesquine. Cet ouvrage cherche à explorer quelle peut être la figure de la métropole post-carbone, au travers d'une série d'entretiens avec une dizaine de personnalités françaises et étrangères, s'intéressant à la métropolisation et à ses effets à l'heure du changement climatique, faisant le constat d'un appauvrissement de la pensée prospective en matière urbaine et territoriale, sous le double effet de la standardisation des modèles urbains, exacerbés par les classements internationaux, et du règne de la performance financière, énergétique, économique. Alain Bourdin renoue avec l'idée des utopies urbaines pour venir en appui de ce changement de paradigme. J'aimerais... etc. créative. Concept très contestable, mais bon, passons. Et donc, avant de devenir un gourou, il avait fait une étude à Londres avec un système que les londoniens de LSI aiment bien, c'est-à-dire regarder l'éclairage pendant la nuit, hein, la luminescence nocturne, et faire des découpages de villes à partir de là. Et il disait, dans un texte qui a été publié, la grande métropole en France, non mais c'est pas Paris et la vallée de la Seine. Ceux-là, ils arrivent à 15 millions maximum. Alors qu'on a Genève, Marseille, Nice, Montpellier, Perpignan et peut-être en plus la Catalogne, ça c'est 25 millions. Bon, alors c'est un peu idiot, mais en même temps, ça amène à dire attention. Quand on parle des villes de demain, on parle de tout à fait autre chose. Et ça c'est l'idée à garder, et elle est redoublée par la décarbonation. C'est-à-dire que non seulement en termes démographiques, etc., économiques, etc., on parle d'autre chose, mais en plus, on a les contraintes de la décarbonation, et si on les prend au sérieux, ça veut dire vraiment qu'on va faire une ville complètement différente. À partir de là, si on veut penser... Et en plus, cette ville complètement différente, nous, elle nous concerne de façon un peu bizarre. C'est-à-dire que ça va se passer partout dans le monde, sauf chez nous, d'une certaine manière. En tout cas que nous, on aura la particularité d'avoir peu de croissance. En revanche, on aura la décarbonation, comme tout le monde, enfin on l'espère du moins. Bon. Et donc, on réfléchit sur ce que sera la ville de demain, avec ce petit problème que nous, on sera moins contraints par la croissance, mais avec le fait qu'il faut renouveler les cadres de pensée. Et renouveler les cadres de pensée, ça m'a conduit... Alors, honnêtement, quand on fait des interviews, il y a aussi la disponibilité des gens. Et donc, les listes, elles se font aussi à partir de la disponibilité des gens. Mais j'avais choisi de ne prendre que peu de spécialistes d'environnement, à partir de l'idée du GIEC. Mais on sait ce qu'il faut faire en matière d'énergie et d'environnement. Bon, et donc, j'avais envie d'aller regarder le reste. Et du coup, j'ai pris des gens qui étaient atypiques. Et en essayant d'en prendre, alors plus ou moins atypiques d'ailleurs, en essayant de prendre des gens qui avaient un intérêt pour penser l'avenir, pour voir comment ils réagissaient. Et donc voilà comment j'ai fait ma population interrogée. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut entendre par métropole post-carbone ? Dans l'extrait que j'ai lu, il y avait cette mention d'utopie urbaine. Est-ce que la métropole post-carbone, c'est une utopie, ou est-ce qu'elle est ailleurs, peut-être, ou ici, déjà une réalité ? Alors, la réponse est double. Premièrement, la métropole post-carbone, c'est une exigence. Et c'est une exigence que différentes villes dans le monde acceptent à des degrés divers. On peut discuter, on va par exemple discuter du modèle de Singapour. Est-ce que Singapour est une métropole qui accepte vraiment la logique de la métropole post-carbone ou pas? Mais on a déjà des réalités avec des degrés d'engagement qui sont des degrés plus ou moins différents. Et donc c'est une réalité par un bout. C'est une réalité en train de se faire. C'est une réalité en train de se faire à un certain niveau, qui est le niveau d'abord environnemental. Après, on a des tas de versions possibles
de ce que sera l'ensemble de la métropole post-carbone, c'est-à-dire pas seulement la dimension environnementale et énergétique, mais l'ensemble des choses, la dimension sociale, économique et bien d'autres choses auxquelles on peut penser. Et du coup, le problème, c'est effectivement de voir quelles sont les directions qui sont prises et comment les villes pensent leur avenir ou ne le pensent pas. Un de nos sujets dans nos discussions, c'était de s'interroger sur certains reculs qu'il y avait eu dans la manière de penser l'avenir dans les villes françaises, au niveau de l'État et au niveau des métropoles françaises. Et qu'on était ennuyé du fait qu'on ne se projette pas à très long terme, sauf sur quelques points précis liés à l'environnement et à l'énergie. Dans l'imaginaire des villes de demain, cet espace a été, alors je ne sais pas quel est le bon terme, si c'est colonisé ou occupé en tout cas par cette notion de smart city. Est-ce que la métropole post-carbone est une smart city ou pas? Est-ce que les deux choses se recouvrent? Je vais vous donner une réponse très personnelle. Ma réponse très personnelle est non. Mais c'est une réponse tout à fait personnelle qui est adossée. En fait, qu'il faut que j'insiste sur ce qui était déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à dire que moi, j'ai plutôt raisonné à l'échelle locale dans toute ma carrière de chercheur. Et sur cette affaire-là, je ne peux pas ne pas prendre très en compte l'échelle mondiale. Et donc, ce que nous disent les États-Unis, la Corée du Sud et d'autres pays encore sur la Smart City, c'est que ce n'est pas du tout la métropole post-carbone. C'est éventuellement même une métropole qui va refabriquer du carbone à sa manière. Et donc là, il y a un vrai enjeu qui est de dire, attention, comment on prend, avec quelle pincette on prend cette affaire de Smart City qui est un peu moins à la mode, mais on voit bien quand même que l'offre liée au numérique est énorme, l'invention de services liés au numérique est énorme, avec des start-up qui inventent... Bon, c'est sympa les start-up et tout, mais en même temps, on doit s'interroger sur ce que c'est en train de fabriquer. Marie Attino, pour vous, cette expression métropole post-carbone, comment elle s'incarne? Qu'est-ce que vous imaginez? Alors, si je vais me permettre de vous répondre en 3 étapes, Rebecca. Peut-être pour rappeler, en fait, puisqu'on parle beaucoup de métropole post-carbone, peut-être rappeler aussi quels étaient les objectifs que nous avait fixés le fameux GIEC local et toute la communauté scientifique qui tourne autour de ce GIEC à l'époque de 2015. Donc rappelez-vous, 2015, année évidemment très médiatisée, puisque COP21, accord de Paris, que vous connaissez tous. Et tout au début, à l'ouverture de cette COP21, on avait déjà dans les différents feuilles d'engagement, les feuilles de route que les États proposaient de mettre dans cet accord collectif, le souhait de limiter le réchauffement climatique à grand maximum 2 degrés à la fin du siècle. Et alors l'idée, c'était de traduire concrètement qu'est-ce que ça veut dire limiter le réchauffement climatique. Les scientifiques nous avaient dit de manière extrêmement claire et implacable, cela veut dire laisser 1/3 des réserves de pétrole dans le sous-sol, la moitié des réserves de gaz, alors gaz naturel, gaz fossile, et 80% des réserves de charbon. Et en fait, ces énergies, alors évidemment d'un pays à l'autre, ça varie selon le choix de la politique énergétique, et d'un territoire également, d'une métropole ou d'une intercommunalité à l'autre, ça varie aussi, mais globalement, à l'échelle mondiale, c'est ces 3 objectifs-là qui doivent être retenus. Et je suis vraiment ravie, et merci Alain de votre propos tout à fait personnel, mais que je partage sur la Smart City. La Smart City, en tout cas, de mon point de vue, n'est pas du tout l'incarnation de la métropole post-carbone. Au contraire, elle est extrêmement consommatrice de métaux, de terres rares. On l'a évoqué il y a quelques semaines lors d'un événement sur le numérique responsable, puisqu'on a une filière ici très, très dynamique qui s'appelle MWX et qui nous a invités gentiment à un événement sur la conscience à laquelle nous devons nous élever pour travailler sur le numérique responsable. Et je pense qu'on était tous sur le consensus de dire que l'avenir n'était pas dans le high-tech et dans le développement d'une technologie de pointe, mais au contraire plutôt dans les low-tech. Et on revient aussi au propos tout à l'heure de Philippe Madec sur la frugalité. Donc, on part de ce constat global, et puis si on descend un petit peu à l'échelle de la métropole de Rouen, donc nous avons la chance sur cette métropole, nous, d'être déjà équipés, dotés d'un GIEC local, puisqu'on a déjà un groupement de scientifiques qui s'est formé à l'occasion de notre démarche de COP21 en 2018, et ces scientifiques nous ont permis déjà d'objectiver, de donner des éléments très concrets. Alors peut-être pas à l'échelle métropole, mais au moins à l'échelle de la vallée de Seine, des impacts mesurables attendus du réchauffement climatique. Et là, j'en profite pour dire d'ailleurs qu'on reçoit le président de ce GIEC local demain
en début d'après-midi, on fera un focus sur ces impacts, justement. Absolument. Et juste pour qu'on puisse voir quelques éléments, même si Benoît Léniel va totalement les développer bien mieux que moi demain, ce que nous dit ce GIEC, c'est que si on ne fait pas cet effort de laisser nos réserves de pétrole et de gaz et de charbon dans le sous-sol, on va être confronté sur ce territoire ici à une augmentation de température pouvant varier de 2 à 4 degrés à la fin du siècle. On va être soumis à une augmentation du niveau de la mer, et vous savez que Rouen est une métropole, même si elle n'est pas maritime, mais elle est liée, enfin elle est directement soumise à l'influence des marées, donc on va subir une élévation du niveau de la mer entre 60 cm et 1,10 m, toujours d'ici la fin du siècle. Mais comme on est en 2020, on peut presque se dire que c'est une vie d'homme, 80 ans. On va être soumis aussi à une augmentation du nombre de canicules du jour, du nombre de jours de canicule par an. Actuellement, les scientifiques s'accordent à dire qu'on est à peu près à 4 jours de canicule par an. On pourrait passer de 10 à 30 jours de canicule par an. Et puis je pourrais vous dérouler toute la liste des impacts, y compris les impacts sur la ressource en eau, sur les conflits d'usage, sur les feux de forêt, sur l'apparition de nouvelles pandémies. Enfin, voilà, je ne vais pas vous dresser le tableau parce que sinon on va tous pleurer, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on soit conscient que la métropole post-carbone, ça doit être une métropole absolument sobre et qui accepte, et je suis désolée par avance si le terme que je vais employer peut choquer certaines oreilles et certaines consciences, mais la métropole post-carbone doit aussi à un moment être une métropole de l'acceptation de certains reculs. Et parfois, il faut peut-être dans nos individualités et dans nos vies personnelles accepter de reculer sur certains conforts, certains acquis, pour gagner collectivement et s'assurer de la survie de nous tous. Et là, moi qui suis biologiste de formation, je suis ravie de pouvoir aussi partager avec vous et de replacer tout ça en fait dans un principe qui est tout simple, qui est celui de l'adaptation. On le rappelle assez peu souvent, en fait, l'espèce humaine est une espèce vivante parmi les autres, qui vit dans un écosystème extrêmement complexe, et toutes les espèces qui sont sur cette planète ont toutes subi des phases d'adaptation. Et donc pour pouvoir s'adapter, elles se sont pliées aux contraintes de la nature et non l'inverse. Alors justement, cet enjeu de cette transformation, comment on passe d'un monde à l'autre, d'une métropole carbonée. En plus, on le sait, ici, cette métropole, par son histoire industrielle et économique, est extrêmement carbonée. Comment on passe d'un monde à l'autre ? Alain Bourdin, dans votre livre, vous avez justement souhaité aborder des questions nouvelles et de nouvelles façons d'appréhender ces futurs territoires. On a vu lors de la précédente table ronde que définir métropole, c'était compliqué, mais vous parlez faire société, métropole des proximités au pluriel, métropole des voisins, société de voisins. Bon, je ne vais pas être trop long. D'abord, Marie, je voudrais aller dans votre sens, mais je crois qu'il faut prolonger le propos en disant que ça suppose de fabriquer du collectif. On ne s'adapte dans ces conditions-là que si on fabrique du collectif. Et on a une vraie réflexion à avoir sur la manière dont on peut espérer fabriquer du collectif, ce qui n'est jamais évident dans les sociétés dans lesquelles on vit. Et je dirais, quitte à choquer, que l'initiative citoyenne ne suffit pas à fabriquer du collectif. Et que c'est bien l'initiative citoyenne, on ne va surtout pas critiquer ça, mais il y a encore d'autres démarches à avoir pour refabriquer du lien social. Et je pense qu'un des enjeux, et je trouve toujours très dommage qu'on aborde très peu ça dans nos tables rondes, c'est qu'un des enjeux, c'est de fabriquer du lien social, c'est même de fabriquer des groupes, des institutions, des organisations, des choses comme ça. Bon. Et d'éviter que nos villes soient justement des villes d'individus. C'est un grand enjeu. Et juste un tout petit point derrière ça, c'est pas un si petit point d'ailleurs. Outre cela, je dirais qu'il y a aussi une responsabilité dans l'autre sens. Il y a deux choses. Il y a premièrement réactiver l'imaginaire et réactiver l'utopie. C'est-à-dire que, et je dirais, non seulement l'imaginaire des artistes, mais même l'imaginaire des technocrates. Obliger les technocrates à sortir un peu leur imaginaire de temps en temps, et encore d'autres catégories, c'est-à-dire faire travailler l'imaginaire, vraiment faire travailler l'imaginaire. Et puis un autre point qui est plus organisationnel ou plus institutionnel, c'est de savoir si les villes se dotent des outils pour faire de la prospective. Alors, il y a des choses qui peuvent relever de l'État, mais justement, une des caractéristiques des métropoles, qu'on en dise du mal si on veut, mais il y a du mal à en dire, d'accord, mais elles ont aussi un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire qu'elles ont l'échelle critique pour pouvoir faire
de la prospective plus ancrée dans les territoires. Et ça, je pense aussi que c'est tout à fait important. Alors, ce qui m'intéresse dans ce livre, notamment, c'est qu'il y a le verbe penser et le verbe faire. Sur le volet penser, il faut réactiver notre capacité à mobiliser nos imaginaires. Je le mets au pluriel parce que j'imagine, enfin, ils sont forcément pluriels. Et puis faire. Donc, comment on fait pour inciter les acteurs du ménagement des territoires, vu qu'on en a parlé cet après-midi lors de la première table ronde, comment on peut réactiver ça, Hélène Pesquine, en termes de méthodologie? Alors peut-être je reviens un petit peu en arrière pour revenir sur cette idée de la métropole post-carbone, parce que j'ai eu un petit débat à l'heure du déjeuner avec Philippe Madec qui m'a dit « je déteste cette notion, on a l'impression qu'on gomme tout ce qu'on a fait, c'est après, et donc tout ce qui existe déjà n'aurait pas d'intérêt à être regardé comme une ressource ». Alors évidemment, c'est pas du tout l'idée qu'on avait, et d'ailleurs le déjà là fait partie des éléments Absolument. Qui constituent la métropole post-carbone dans l'ouvrage, donc je voulais revenir là-dessus, mais malgré tout, à la fois, ça a du sens à la fois pour métropole, pour post et pour carbone. Je voudrais revenir avant de rentrer sur la question du faire. D'abord, pourquoi les métropoles? Parce que même si finalement ce ne sont que 55% des habitants de la planète qui habiteront en ville peut-être en 2050, il y a des guerres de chiffres autour de cette notion, ce sont les lieux de l'innovation. Donc ce sont les lieux qui tirent les filières industrielles, les stratégies d'aménagement, l'innovation numérique notamment, et elles ont une capacité, un pouvoir économique en fait. Ces très grandes villes, en France on peut estimer qu'il y a une métropole monde, c'est Paris, mais même les métropoles régionales ont ce pouvoir économique de donneur d'ordre, de changer un certain nombre de choses de la construction, de l'aménagement des villes, que ce soit en matière de construction, de rénovation des bâtiments, que ce soit en matière de mobilité. On avait un débat ces derniers jours sur les achats de bus propres, par exemple. Voilà, une grande ville, une très grande ville, a la capacité à changer une partie de l'industrie et donc à s'inscrire dans ce monde d'après et à avoir un vrai rôle de locomotive ou en tout cas de transformateur de l'économie, ce qui est finalement assez peu le cas d'autres acteurs du monde territorial. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé aux métropoles et c'est aussi pour ça qu'on a regardé ça sous l'angle un peu du GIEC et du changement global. Et puis, donc, il y a cette idée de changement de paradigme qui est dans le poste et du changement climatique qui est dans le carbone, parce que malgré tout, c'est l'essence un peu de toute cette transformation et c'est la raison, peut-être, l'enjeu principal auquel on s'attache. Et quand on regarde ce sujet du changement climatique, on trouve des solutions. Et ces solutions sont très largement entre les mains des collectivités locales, et notamment des grandes villes, puisqu'elles concernent, on l'a dit, la mobilité, le bâtiment, les circuits courts, ou en tout cas le lien entre production et consommation, éventuellement les modes de vie, éventuellement une forme d'intensité qui fait qu'on évite des gaz à effet de serre liés justement à ces distances parcourues, etc. Mais c'est aussi, dans les villes, on vient de le dire, le lieu de la proximité de la cohésion sociale au service d'un projet de société. Et ce foisonnement des grandes villes, il est aussi peut-être, et c'est ça qu'on dit peu quand on compte neutralité carbone, il est aussi peut-être le ferment de ce changement de paradigme, ce changement de société. Et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé avec Alain, sociologue, sur cette question de la ville post-carbone, alors que ce n'est pas sa spécialité de calculer des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on sent intimement que cette notion de société et de cohésion sociale est très importante pour réussir le changement de paradigme. Alors, je reviens à votre question sur le faire rapidement. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Marie Attino à l'instant, on a une véritable question d'injonction contradictoire permanente une fois qu'on est sur le terrain. Sur tous les sujets de ce changement des modes d'aménagement, on se retrouve à devoir arbitrer entre des questions qui sont, ou des solutions, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sont contradictoires. Si on parle de circuit court, par exemple, il y a beaucoup de métropoles qui s'intéressent à la relocalisation d'une partie de leur production, notamment alimentaire ou en matériaux de construction dans leur territoire. En fait, ces systèmes sont efficaces du point de vue du territoire pour éviter des approvisionnements plus lointains, ils sont totalement désoptimisés du point de vue de la logistique, en fait, par rapport à un système logistique qui s'est complètement optimisé depuis une dizaine d'années en France ou dans le monde. Et donc, d'une certaine manière, ils ont un effet pervers, un effet négatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, quel est l'arbitrage qu'on veut faire? Parce qu'il y a aussi un enjeu social de recréer des emplois, etc. En permanence, les décideurs publics et privés, d'ailleurs, sont confrontés à ce type d'injonction contradictoire. Si on prend
la question de la Smart City, par exemple. On a été dans une des plateformes d'observation PopSu à Dijon, qui a développé pendant 5 ou 6 ans un projet très ambitieux de Smart City pour numériser toute son intervention sur l'espace public, notamment mettre en lien tous ses services publics. Donc c'est plutôt un projet interne de la métropole, avec un prestataire privé d'ailleurs, qui exploite ce dispositif qui s'appelle On Dijon. Et au moment d'en faire la publicité auprès des habitants, ils ont réalisé que les habitants n'étaient pas du tout favorables à ce dispositif de ville intelligente, qu'ils l'ont perçu comme une espèce de Big Brother, qui leur apportait absolument pas de service. Autant ça a pu optimiser le fonctionnement de la métropole du point de vue de son action voilà, sur le terrain, feu rouge en panne ou difficultés, ou même voilà, difficultés locales identifiées, mais ou nécessité d'intervention. Par contre, l'usager n'avait pas du tout été pris en considération et donc il n'a pas du tout mesuré quel impact positif ça pouvait avoir pour lui, et ça a complètement transformé le projet de Dijon, qui a finalement orienté sa Smart City vers le développement durable et la ville durable, mais c'est encore un chemin à faire pour eux, en mesurant les températures, en mesurant le niveau de pollution, le niveau de bruit, etc., et avec les mêmes types de capteurs intelligents, en se tournant vers les usagers. Et donc on voit aussi à quel point il faut arriver à construire une stratégie qui jongle en permanence entre voilà, les questions de densité, par exemple. Il faut faire 0 artificialisation, mais il faut aussi végétaliser la ville, on en a parlé tout à l'heure. On veut plus de proximité, mais les réseaux de transport en commun ne se rentabilisent voilà, que sur des systèmes lourds, ferrés, etc. Enfin, c'est le rôle d'ailleurs des pouvoirs publics et des élus de prendre ces décisions, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de recette magique, quoi. Et en plus, dernier point, on est dans un territoire, je le disais ce matin, qui a forcément son histoire et sa géographie, son histoire sociale. Si on prend Rouen, qui est une métropole récente du point de vue institutionnel, mais qui est plutôt composée de villes, on l'a dit plusieurs fois dans la journée, hein, assez dispersées, chacune ayant une personnalité assez forte, composer une métropole post-carbone, notamment du point de vue des mobilités, avec ce type de territoire, voilà, c'est pas du tout la même chose qu'à Bordeaux, où il y a 25 communes très denses, collées les unes aux autres. Et voilà, toutes ces questions se posent une fois qu'on atterrit de manière différente d'un territoire à l'autre, et donc il n'y a pas de recette miracle. Et je dirais que l'intérêt de ce petit bouquin, c'est de dire justement, la recette miracle, il faut évidemment aller vers des solutions techniques ou technologiques qui baissent les pollutions de l'atmosphère, qui baissent les émissions de CO2, mais elles sont forcément et nécessairement adaptées au territoire si on veut qu'elles réussissent. Alors, il n'y a pas de recette magique. Néanmoins, Alain Bourdin, dans ce livre, vous identifiez des pistes ou des ingrédients peut-être à utiliser. Et un écueil que vous prenez le temps d'observer, c'est celui des classements, de cette logique en fait de mise en compétition quelque part de ces territoires, être la première métropole à ceci, être la première métropole à cela, et que cette logique des classements internationaux, est-ce que ça occupe l'espace dont on aurait besoin pour déclencher les imaginaires? Ben oui. Alors après... je ne vais pas raconter l'histoire des oursons hybrides, mais le monde est compliqué. Donc peut-être qu'on peut, à partir des classements tels qu'ils sont aujourd'hui et de la manière dont ils sont utilisés par un certain nombre de villes, qui est calamiteuse. Les classements sont éventuellement bien faits, mais d'abord, les classements dominants portent essentiellement sur la logique du développement et de la concurrence, avec un modèle de ville qui est un modèle de ville en croissance, qui est un modèle de ville qui filtre sa population, qui est un modèle de ville qui met tout sur l'innovation, qui est pas... Enfin, j'ai envie de dire c'est bien, mais en même temps, on voit que la logique de l'innovation pose un certain nombre de problèmes. Bon. Et donc les classements actuellement, c'est ça qui domine. On voit émerger un certain nombre de classements qui prennent en compte d'autres facteurs, et notamment des facteurs environnementaux. Mais moi, j'ai tendance à dire, quand c'est des labels, ça peut être intéressant. Quand c'est des classements, c'est toujours dangereux. Parce qu'on voit comment, enfin, je ne citerai pas l'exemple, mais comment une très grande ville du monde qui veut attirer beaucoup, beaucoup de touristes en étant une route entre l'Asie et l'Europe, si vous voyez ce que je veux dire, organise un certain nombre de choses. C'est une ville théoriquement très bonne sur le plan environnemental. C'est pas vrai. Bon, mais elle fait ce qu'il faut pour être bien dans les classements. Voilà. Et donc, de ce point de vue, on a là un instrument de gestion qui peut être fascinant, surtout si on ajoute alors des critères environnementaux, etc., etc.
mais dont il faut se méfier même dans ce cas-là. C'est-à-dire que tout ce qui est classement, quelle que soit la manière dont c'est fait, entraîne une espèce de logique de concurrence qui peut avoir de temps en temps un certain intérêt. Il ne faut pas non plus se voiler les yeux, mais quand c'est ça et seulement ça qui domine, c'est pas possible. Et je voudrais juste faire un petit retour en arrière au passage, puisque j'ai tapé d'un côté sur les classements, je voudrais taper aussi d'un autre côté sur un concept bien pensant, qui est celui de proximité. La proximité, c'est un vrai sujet. Sauf que quand on commence à mesurer la proximité en termes de distance métrique, ça devient un problème. Parce que, alors, je peux sortir des tas d'enquêtes, ce n'est pas du tout nouveau ce que je vais dire. Ce qui compte pour les gens qui vivent, ce n'est pas de savoir si on est à 100 mètres ou à 500 mètres, c'est de savoir si on y va facilement, si ça se passe bien, si c'est un peu convivial, si on trouve ce dont on a besoin, etc. etc. Et donc, la réflexion sur la proximité, quand elle est juste en termes de distance ou de minutes, c'est un danger. Et d'ailleurs, c'est pour ça, sans doute, que dans le livre, vous parlez bien métropole des proximités au pluriel. Voilà. Oui, parce que c'est un vrai sujet en même temps. Hein. Je renie pas le sujet, mais attention à la manière dont on le prend et à la manière dont on fait de la ville au passage. Juste, c'est fascinant de regarder. Il y a quelques études encore très qualitatives, je suis désolé, en Allemagne notamment, l'impact du télétravail. La réinvention de la proximité avec le télétravail. Avec, par exemple, les gens qui faisaient des choses à proximité géographique de leur lieu de travail et qui vont passer sur Internet. Et pas du tout pour faire des courses, pour faire du sport, pour faire des machins comme ça. Donc et d'un autre côté, la restructuration d'un certain nombre d'équipements dans la proximité. Alors ça veut être 5 minutes à pied, 5 minutes en tramway, ce qui fait beaucoup plus long, ou encore autre chose. Mais la restructuration des équipements de proximité dans les quartiers où il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail. Alors, je n'ai pas vu d'études françaises pour l'instant, j'ai vu qu'une étude allemande, mais ça m'a l'air tout plein intéressant. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi s'interroger sur comment nos imaginaires sont capables de penser comment les espaces et les temps d'un territoire métropolitain peuvent s'articuler dans une ville, dans la ville de demain. Marie Attino, un des autres ingrédients, en tout cas pistes que Alain Bourdin identifie dans son livre, ce sont les signaux faibles. Des signaux faibles qui peut-être déjà dessinent ou posent les petits cailloux blancs à suivre vers cette métropole post-carbone. Quels sont, vous, peut-être des signaux faibles que vous avez déjà identifiés et qui vous disent que cette trajectoire, elle est peut-être en cours sur la métropole. Et j'en profite pour dire que juste après, je prends vos questions pour qu'on ait le temps de vous entendre, donc n'hésitez pas à y penser et ensuite à me faire signe. Alors peut-être juste une petite incise avant de répondre à cette question sur les signaux faibles. Cette question des classements et des classements à la compétition et toujours la course au premier, au rayonnement, à l'attractivité et toute sa suite me fait penser au résultat d'une étude qui est parue il y a quelques mois. Alors une étude pour le coup qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau et que j'aurais plaisir à partager avec vous si vous le souhaitez. En fait, cette étude s'est intéressée au fonctionnement d'une petite partie du cerveau qui est à la base, qui s'appelle le striatum. Et cette partie du cerveau, elle est déjà très sensible à la dopamine, c'est-à-dire l'hormone de la récompense. Et ce striatum, qui est une toute petite partie qui est très ignorée, en fait, joue un rôle capital dans la prise de décision et influence nos capacités à nous mobiliser, à changer et à acter des changements de comportement. Et en fait, jusqu'à présent, notre société, depuis des générations et des générations, va stimuler ce striatum, qui est l'univers de la prise de décision et du changement, par la compétition, la concurrence, la croissance, la destruction, la capacité à construire des empires sur la nature, etc. Et aujourd'hui, je pense que si on veut réussir à construire ensemble cette métropole post-carbone et surtout à se mobiliser de plus en plus nombreux vers ce sujet, il faut inverser complètement ce système de gratification et de récompense du cerveau et de le faire en sorte qu'il soit récompensé pour des actions positives. Ce matin, Céline Mayer parlait de la gradation. Je trouve que c'est une façon aussi de susciter la récompense. Le fait de restaurer, de renaturer, de réapporter du bien-être à autrui, de travailler de manière collective, ce sont aussi des moyens de générer de la dopamine qui va venir stimuler la récompense du cerveau et l'aider à prendre les bonnes décisions. Mais ça, c'est des processus d'éducation du cerveau qui vont demander du temps. J'en reviens à la question. Sur les signaux faibles. Alors, sur les signaux faibles, je vais vous faire plusieurs réponses. La première réponse, elle est simplement purement de l'observation.
quand on travaille sur la construction d'une métropole post-carbone et sur l'évolution d'un profil énergétique d'un territoire, évidemment, on regarde de la donnée tous les jours. On regarde comment la donnée sur le territoire évolue. Alors, c'est très facile de dire, voilà, depuis 2005, les émissions de gaz à effet de serre de la métropole sont en baisse. Ça serait trop facile. Il faut regarder ce qui se passe par secteur d'activité, par secteur géographique, etc. Et il y a quelques jours, donc évidemment en prévision de cet événement, on a été s'intéresser, on a été regarder comment se comportaient les données depuis une dizaine d'années sur ce territoire. Et il y a des signaux faibles qui sont assez encourageants. Par exemple, dans le secteur du bâtiment, on constate une baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est propre à notre territoire, hein. Ce sont des données métropolitaines. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose à l'échelle nationale ou européenne. On constate aussi progressivement une baisse des émissions de gaz à effet de serre du transport routier. Alors peut-être déjà les premiers effets de mesures qui ont vocation à favoriser le vélo, le bus, etc. Il faudra les confirmer d'ici 4-5 ans. Et puis il y a un secteur sur lequel on sent que le signal faible n'est pas bon du tout, c'est celui du bâtiment tertiaire, mais plus encore celui de l'activité industrielle. Et ça, c'est un secteur sur lequel, sur ce territoire, sur cette métropole, on n'arrive pas du tout à freiner les émissions de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire que les industriels sont les mauvais, et j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui étaient à nos côtés ce matin et qui sont encore cet après-midi à nos côtés, mais je pense qu'il faut qu'on travaille, vous et nous, de manière encore plus forte et plus précise pour que ce terme de décarbonation de l'industrie se traduise en actions très concrètes. Et là, jusqu'à présent, on n'y est pas. Et puis, alors, des signaux faibles beaucoup plus concrets et peut-être pragmatiques. Depuis le début de l'année, la métropole a lancé des appels à projets, des appels à initiatives, des appels à candidatures sur des actions toutes simples comme la création de potagers, la métropole comestible, la mise à disposition de broyeurs en proximité, si je puis user de ce terme de manière abusive, pour permettre aux gens de réutiliser la matière des déchets verts et d'en faire de l'économie circulaire dans leur propre jardin. On a fait aussi des appels à projets sur la rénovation de l'habitat, puisqu'on sait qu'on va créer une société publique locale et on invite donc les acteurs du territoire à préparer l'arrivée de cette SPL. Mais ces appels à projets ont eu un succès fou. On avait prévu, voilà, on s'était dit on aura 15-20 lauréats, enfin 15-20 candidats, on a eu un raz-de-marée. Et toutes ces mesures vont être reproduites en 2022 avec des budgets encore plus importants pour répondre à la demande. Et donc ça veut dire que il y a 5-6 ans, je me souviens très bien, même pas il y a 5-6 ans, il y a 3 ans, quand la métropole a lancé cette démarche de COP21 locale, les choses n'étaient pas perçues avec autant d'intensité. Et les propositions qui étaient faites aux habitants du territoire n'étaient pas accrochées de manière aussi vive. Maintenant, c'est pire. C'est pire, c'est mieux. Ce sont les habitants du territoire qui nous tirent et qui nous emmènent avec eux. Et ça, pour moi, c'est un signal faible qui est extrêmement positif. Et si, franchement, il y a une vague citoyenne collective qui souhaite nous emmener dans cette direction, je pense que là, on aura tout gagné. Hélène Pesquine, vous vouliez compléter ? Oui, je voulais réagir sur 2 points. Et un point d'abord sur le monde industriel, parce que c'est vraiment très important. Et je pense que c'est un peu le fil rouge aussi, évidemment, de ces 2 jours sur la résilience à Rouen. Et j'étais frappée, moi, du débat de ce matin, parfois un peu punchy sur les effets donc de l'accident du Brésil et la manière dont il faut ou pas prévenir les risques et associer les citoyens. En même temps que se fait ce débat sur il faut se défendre contre les risques industriels, on est en train de dire qu'il faut faire la ville sur la ville et réduire l'artificialisation des sols. Donc on ne peut pas toujours éloigner plus loin le risque physiquement, géographiquement, si par ailleurs il faut préserver des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et je crois qu'on est plutôt d'accord là-dessus. D'ailleurs, ça a été dit aussi en début d'après-midi. Et donc ces questions, alors je disais d'arbitrage ou de choix de société, il faut aussi les comprendre comme une capacité à faire converger des choses qui ont l'air de diverger, et notamment des activités industrielles qui font aussi la richesse d'un territoire, qui sont ancrées dans son histoire depuis longtemps, et pas seulement son histoire. S'il y a une industrie au bord de la Seine, c'est parce qu'il y a la Seine. Enfin, voilà, c'est inscrit aussi dans un territoire dont les ressources ont fait qu'à un moment donné, il s'est développé sous cette forme-là. Et donc, emmener les citoyens, les entreprises vers ce chemin de transition, comme on l'a évoqué, nous, dans nos débats sur les métropoles françaises, quels sont les chemins de transition qui peuvent s'adapter à chacune des métropoles, c'est une manière déjà de se représenter autrement la ville, c'est-à-dire d'accepter cette proximité avec éventuellement ces risques, mais aussi les solutions ou les dispositifs qui pourraient permettre de rendre possible cette cohabitation, ce qui veut dire à la fois des alertes, on en parlait ce matin, des études de danger, une capacité à mieux associer évidemment les riverains à cette gestion de proximité, etc. Mais on ne peut pas toujours dire on va mettre plus loin parce que comme ça on va se débarrasser du problème. Donc en fait il faut faire face au problème, ce qui est toujours difficile.
et qui oblige à prendre des décisions qui sont parfois douloureuses et parfois impopulaires. Et donc une partie de cette ville post-carbone, elle réside dans cette difficulté d'atterrissage. Encore une fois, j'aime bien ce terme parce que je trouve qu'il est assez parlant. Et puis juste un dernier point par rapport à cette question de grands territoires urbains. On l'a beaucoup vu avec la crise du Covid. Les grandes villes se sont trouvées un peu en crise, on a dit un peu en crise existentielle dans nos débats entre métropoles, face à finalement une espèce de mal-être urbain, alors qu'on les croyait premières de la classe de la transition écologique, premières de la classe de la décarbonation, de la cohésion sociale, et c'était aussi vrai, hein, et notamment par exemple de la politique de la ville, d'un certain nombre d'objets qui, comme ils sont massifiés dans les grandes villes, des transports en commun, sont plus faciles à mettre en œuvre, et en même temps elles se sont trouvées détestées par une partie de leurs habitants. Déjà ça s'est ressenti au moment du mouvement des Gilets jaunes, et donc c'est aussi, je pense, une opportunité, cette crise des métropoles. Plutôt que de chercher les classements, cherchons plutôt les faiblesses et essayons de comprendre à partir de là ce à quoi il faut remédier, disons, pour essayer de se projeter dans un monde un peu différent, et c'est certainement en passant par plus de modestie et plus de coopération qu'on peut y arriver. Alors, on a une question dans la salle, donc je vous invite à vous présenter et puis à être concis. Pascal Victor, je suis architecte dans un cabinet de taille moyenne, une vingtaine de personnes sur la métropole, et président honoraire de la maison d'architecture que j'ai créée en 2004. Je suis vraiment content d'entendre le discours sur d'avoir le fait d'aller rechercher une utopie et de ne pas être simplement sur une compétition avec tout ce que ça veut dire, que vous avez bien évoqué. Moi, je voulais poser une question qui est peut-être complémentaire de comment faire. C'est celui de la maîtrise d'ouvrage, enfin du rôle de la métropole, en l'occurrence, puisqu'on parle de la métropole, sur l'organisation de la maîtrise d'ouvrage et aussi des fonciers. J'ai l'impression qu'on peut avoir toutes les plus belles idées du monde si on est dans un système, lui aussi, de concurrence, de densité mal comprise et de prix sur les différents fonciers. Et si on n'a pas par ailleurs de réserve foncière, le comment faire, il se complique quand même un petit peu. Donc voilà, je mets ça... moi, je ressens, si vous voulez, une chose très forte pour pratiquer en ce moment, c'est qu'on a besoin d'avoir d'abord une réflexion globale sur les grands objectifs que vous avez d'ailleurs développés, Madame... sur la manière de baisser en densité ou un certain nombre de choses comme ça que je pense aussi indispensables, mais il faut que ce soit compris, il faut que la stratégie urbanistique et politique soit comprise. Donc je pense qu'il y a cette nécessité d'avoir une réflexion globale, et ensuite je pense qu'il y a une nécessité de mettre des moyens sur une maîtrise d'ouvrage qui va répondre à la fois organiser la commande publique, sur les fonciers publics, j'ai presque terminé, et comment elle va aussi réguler le dialogue qui doit être bienveillant et intéressant avec les promoteurs sur la manière de faire, les règles du jeu, les prix, etc. Le prix, ça peut être une donnée fixée à l'avance, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? J'en suis certain. Marie Attino, alors comment on se met en ordre de marche? Alors, je vais me permettre de vous répondre, et avec beaucoup de modestie, parce que l'urbanisme est en charge, est sous la responsabilité de mon collègue Jude Merabé, qui est vice-président à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, et sa réponse aurait été certainement bien plus complète que la mienne. Malgré tout, on est tout à fait conscient de la problématique que vous évoquez, et c'est un sujet qu'on aborde très fréquemment à la métropole, notamment pour le sujet qu'on a vu ce matin, qui est celui de la réhabilitation et du réaménagement des friches. Puisqu'effectivement, on ne peut pas dire tout et son contraire. Et sur ce territoire, on ne peut pas d'un côté vouloir créer du nouvel habitat et des nouveaux aménagements, et puis promouvoir le zéro artificialisation nette, et puis, sujet qu'on a malheureusement trop peu évoqué aujourd'hui, qui est celui de la résilience alimentaire, et qui est pourtant un volet très très important de la politique que nous portons, c'est-à-dire protéger des terres agricoles existantes, voire remettre en culture des terres qui ne l'étaient plus, assurer la transmission des exploitations. Donc on ne peut pas se permettre demain d'avoir une compétition frontale entre à la fois les aménageurs du territoire, les promoteurs, les constructeurs et les défenseurs d'une alimentation de proximité. Et donc on évoque, nous, depuis le début du mandat, la nécessité impérative ici de recycler les friches industrielles sous un modèle public ou privé, peu importe, mais de les recycler. Donc ça veut dire de travailler sur des temps beaucoup plus longs
Et de travailler aussi très en amont, bien avant qu'une demande de construction, qu'elle soit pour une activité d'habitat ou pour une activité économique, soit sollicitée. Il faut qu'on puisse travailler demain sur les friches industrielles, en tout cas sur les terrains qui devront être disponibles dans 20 ans, parce que parfois des processus de dépollution mettent 10, 15, 20 ans, parce que déjà les questions d'acquisition foncière sont très longues, et les processus de dépollution, s'ils sont menés dans les règles de l'art, également. Donc ça, c'est ma réponse. Et puis, sur un autre plan, et là je vais me permettre de glisser une proposition que je souhaitais vous faire aux uns et aux autres aujourd'hui, on a bien conscience que sur certains sujets comme celui-ci, qui sont très précis, et où on touche les limites de l'organisation, à la fois du rôle de la collectivité et du fonctionnement du territoire, on touche les limites, on souhaite proposer aux acteurs du territoire sur l'année 2022 d'élaborer collectivement, avec les professions, un plan d'adaptation au changement climatique. Je crois que c'est une démarche qui n'existe pas dans de nombreuses métropoles, qui d'ailleurs n'est pas sans risque, parce que si jamais le processus n'aboutit pas, on aura malheureusement mené un travail très lourd et énergivore humainement sans arriver à un consensus. Mais moi, je crois à la force du consensus. Mais on viendra vers vous, acteurs de l'aménagement, acteurs de l'architecture, de la promotion immobilière, etc., pour construire ces outils avec vous. Parce que si on souhaite vraiment s'inscrire durablement et de manière très sincère, au-delà de nos mandats politiques qui sont finalement très courts par rapport à tout ce qu'on évoque depuis ce matin, il faut qu'on construise un plan. Et ce plan, nous, métropole, on ne peut pas vous l'imposer. On doit le construire avec vous. Et si j'étais aussi face aux acteurs, par exemple, de l'industrie chimique qui est avec nous ce matin, nous, on ne peut pas, en tant que métropole, leur fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque eux seuls connaissent leurs process et leurs limites. Et donc, on va essayer de faire en sorte de travailler ensemble, mais que vous fixiez vos propres objectifs et qu'on fixe des paliers, d'échéances, etc. Voilà, en tout cas, c'est une proposition qui vous sera faite et les acteurs de vos professions seront invités d'ici la fin de l'année, puisque c'est un travail qui va nous occuper une bonne partie de l'année 2022. Très bien, donc une perspective pour construire la fameuse recette adaptée au territoire. Alors Alain Bourdin voulait réagir et puis ensuite Hélène Pesquine. Oui, moi je n'aurai pas pour longtemps, je voulais juste avoir une petite réaction qui ne concerne absolument pas la métropole de Rouen, puisque j'y ai jamais travaillé. C'est que je suis frappé partout par l'évolution des équipes de maîtrise d'ouvrage, comme d'ailleurs des équipes de maîtrise d'œuvre. Et on est en train d'avoir quelque chose qui est une catastrophe, c'est-à-dire des hyperspécialisations, des gens qui sont enfermés, qui courent dans leur couloir et qui sont enfermés dans leur couloir, avec une très très grande difficulté au transversal, c'est-à-dire à la capacité de faire dialoguer les expertises entre elles, alors qu'on doit avoir des expertises qui sont très opérationnelles, mais à côté on a en plus de plus en plus besoin d'expertise qui regardent d'autres choses, qui aillent à un peu plus long terme, etc. On les a moins dans les équipes de maîtrise d'ouvrage. Et donc là, il y a un vrai problème, qui est un problème à la fois de profession et de gestion des savoirs, je dirais, hein, qui est d'avoir des gens qui sont en capacité de dialoguer avec d'autres ou de faire dialoguer avec d'autres. Et je pense que les métropoles pourraient peut-être essayer d'insister là-dessus, y compris dans la manière dont on fait se constituer les équipes de maîtrise d'œuvre. Parce que les maîtres d'ouvrage souvent poussent les équipes de maîtrise d'œuvre à se faire comme ça, de manière très segmentée. Donc je pense que là, il y a un vrai sujet. Hélène Pesquine. Oui, moi je voulais rebondir sur cette idée de modèle économique finalement, de rentabilité, qui est évidemment au cœur des relations maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise. Quand on construit, on a un vrai questionnement, je pense, très profond sur ce que sont les modèles économiques de la sobriété. En fait, on ne sait pas rendre rentable ou solvable la sobriété. Or, s'il n'y a pas de sobriété, il n'y aura pas de... Alors, je ne sais pas s'il faut parler de décroissance, mais en tout cas, il n'y aura pas de soutenabilité des projets de développement, c'est-à-dire on n'interdit pas le développement, mais il faut le faire mieux avec moins. Donc, et on se questionne beaucoup là-dessus, nous au PUCA, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville sur les villes moyennes, mais après je vais revenir aux métropoles. Dans les villes moyennes, les prix de l'immobilier dans les centres anciens sont plutôt bas, et donc il n'y a évidemment pas d'acteurs économiques et pas de projets d'investissement pour renouveler les tissus urbains anciens des cœurs de ville, et c'est pour ça que la ville s'étale. C'est le seul modèle possible rentable pour lequel il y a des investisseurs et des promoteurs et des constructeurs, c'est celui de la ville étalée, zone commerciale, lotissement. Et d'ailleurs, les aspirations des habitants vont aussi là, parce que c'est la représentation qui se font d'un habitat neuf, confortable, correspondant à leurs envies. Donc c'est là qu'on revient aux imaginaires urbains. On n'a pas de représentation d'une ville agréable, sobre, écologique, qui puisse au moins être une alternative
crédible, on va dire, à celle qu'on connaît et qui est souvent une ville plutôt consommatrice de ressources, etc. Quand on prend le modèle des métropoles, on a moins ce problème de rentabilité immobilière, mais néanmoins, pour avoir la rentabilité immobilière de 10-12% qui est attendue par les promoteurs dans les métropoles françaises, il faut faire de la ville très dense. Donc on fait l'île de Nantes, on fait le bassin à flot à Bordeaux, on fait Euralille, on fait les 2 rives à Strasbourg, et les gens n'ont pas non plus envie d'habiter dans ces villes-là. En partie, ils en ont encore moins envie depuis qu'ils ont vécu le Covid et le confinement dans le kilomètre, là, dans une telle proximité qu'ils avaient très très envie d'en sortir. Et donc on n'arrive pas encore à décrire ce que serait cette ville qui pourrait être acceptable pour à la fois du bien-être urbain, du foisonnement et de la qualité de vie de proximité, une optimisation parce qu'on a besoin quand même des services urbains qui sont beaucoup évidemment bien mieux optimisés quand il y a de la densité de population à servir. Et cette idée des imaginaires et des représentations, il faut aussi qu'on apprenne à la construire, parce que, à la définir, parce qu'on manque un peu de référence, on va dire, sur cette question. Puis peut-être dernier point par rapport à cette notion de modèle économique de la sobriété, question qui a quand même été résolue parfois. Hein. Je pense au certificat d'économie d'énergie, ça rentabilise l'économie d'énergie. On valorise une économie d'énergie, donc on peut imaginer que demain on trouverait des systèmes équivalents de rentabilité des économies de ressources ou de foncier. Dernier point, c'est... du coup, je l'ai perdu maintenant, mais c'est pas grave, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, il faut vraiment qu'on aille très très vite pour ne pas mettre en retard la dernière séquence de la journée. Séparément. Alors, je voulais vous remercier sur ces points d'éclairage qu'on a pu avoir. Je vous invite vraiment à vous rendre sur le site internet du PUCA. Vous tapez ça dans votre moteur de recherche préféré et vous allez pouvoir trouver cette publication que l'on peut facilement télécharger pour pouvoir le lire. Il y a un sujet qu'on n'a pas le temps de traiter, mais je veux l'évoquer tout de même. C'est dans ce livre, on lit les mots incertitude, inattendu, bifurcation, et ça ouvre à un autre sujet qu'on pourrait traiter ailleurs ou l'année prochaine. C'est comment on met l'incertitude en politique publique et pour construire du projet et de la ville demain. Donc, comme ça, on finit sur une question et sur une ouverture. Ah, alors allez-y. Non, je voulais terminer sur un point qui reboucle avec l'idée des coopérations plutôt que de la compétition. C'est qu'il me semble que justement à cause de cette question du zéro artificialisation et de la reconstruction de la ville sur la ville de manière encore plus dynamique qu'auparavant, il va falloir créer une espèce de ville négociée avec tout un tas d'acteurs qui ne sont pas des spécialistes de l'aménagement, et notamment des propriétaires fonciers, dans des lotissements, dans des zones d'activité, dans des zones d'entrée de ville ou zones commerciales, et dans des cœurs de ville anciens dans lesquels on n'a pas l'habitude de négocier pied à pied avec des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'aménagement. Et donc, une fois qu'on aura revalorisé les friches, puisqu'il y en a encore quelques-unes ici à Rouen, mais moins dans les autres grandes villes de France, on aura nécessairement besoin de rentrer dans cette modalité nouvelle de négociation de la ville sur la ville, qui va obliger à la coopération, à la compréhension, à l'écoute, et ça c'est sans doute une nouvelle manière de faire la ville sobre et post-carbone. Merci beaucoup Ala Bourdin, Hélène Pesquine. Marie Attino, j'aimerais vous laisser le mot de la fin, très court. Oui, très court. Alors je vais juste apporter un élément de réponse, mais qui est relatif à la table ronde juste avant, qui nous a précédé sur le storytelling. On a beaucoup parlé des manques de coopération interterritoriale et parfois d'une métropole un peu décrochée des réalités et très loin des habitants et de leur vie réelle. En tout cas, ce que je voulais vous apporter comme éclairage, en tout cas sur ce qui nous anime aussi dans nos projets de transition, c'est l'absolue nécessité pour construire un monde sans carbone, c'est aussi de se réconcilier nous avec la ruralité. Et c'est quelque chose qu'on ne cesse de dire. Et on a la chance sur la métropole d'avoir vraiment une partie est et une partie ouest, avec une partie ouest extrêmement rurale, qui est d'ailleurs pour moitié occupée par un parc naturel régional. Et l'avenir, j'ai souvent tendance à dire que l'avenir, il se situe là, parce que ces parcs naturels régionaux nous apporteront les ressources, l'eau, la biodiversité, les ressources d'énergie, les ressources de matériaux, les ressources de bien-être. Voilà, il y a une capacité de créer des liaisons et des passerelles positives et dans une dimension gagnante-gagnante avec les territoires ruraux que je pense qu'on a encore toute capacité à développer. Merci à vous trois, Marie Attino, Hélène Pesquine, Alain Bourdin. La suite, c'est tout de suite ici même, avec une nouvelle rencontre, les villes face aux catastrophes, comment se relever, une table ronde en partenariat et animée par le journal Le Monde. Merci à vous.